La Toyota Supra est l'une des voitures de sport japonaises les plus iconiques de la fin du XXe siècle. Elle représente parfaitement ce que le Japon était capable de faire de mieux à cette époque-là, et d'ailleurs ses concepteurs avaient confiance en elle, au point de littéralement l'appeler la Supra. Commençons par le commencement avec la Toyota Supra MKA, aussi appelée la Supra Celica. Comme son nom l'indique, la Supra Celica n'est qu'un copier-coller d'une voiture que Toyota faisait déjà à cette époque, la Toyota Celica. En fait, le but premier de la Supra MKA n'est que de rivaliser avec le concurrent de Toyota à l'époque, Nissan. Nissan avait déjà une voiture qui marchait très bien, la Skyline, et Toyota n'avait rien pour rivaliser avec la Skyline. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un châssis qui marchait déjà pas mal, celui de la Celica, et ils y ont ajouté un petit centimètre pour pouvoir faire rentrer un bloc moteur, le meilleur bloc moteur que Toyota pouvait produire à cette époque. Cette technique, aussi douteuse qu'elle soit, a plutôt bien marché pendant un moment. En fait, la Toyota Supra Celica était capable de pousser jusqu'à 110 chevaux avec une boîte 5 rapports. Elle ne rivalisait pas vraiment avec la Skyline, qui était toujours meilleure, mais au moins, Toyota pouvait prétendre avoir une gamme sportive à cette époque. Vous n'avez certainement jamais vu de Celica Supra en vrai. C'est tout à fait normal parce que cette voiture n'a jamais été importée en Europe, malheureusement ou heureusement. Le monde de l'automobile est un monde qui évolue très vite. Alors en 1980, après plus de 10 ans sans avoir touché à la Supra, Toyota décide de s'inspirer du concept original de la Supra, de tout moderniser là-dessus. On est toujours sur un châssis très semblable à celui de la Celica, mais cette fois-ci le 600 lignes développera 147 chevaux. C'est aussi un nouveau dans la gamme sportive de chez Toyota. Maintenant, il y aura des options. Déjà deux packs, le pack P et le pack L. P pour performance, L pour luxe. Il y aura aussi d'autres options secondaires telles que boîte automatique 4 rapports ou boîte manuelle 5 rapports. On pourra aussi équiper sa Toyota d'un toit ouvrant ou d'un lecteur de cassette. Parfait pour écouter sa musique tout en profitant de l'air pollué de la ville ou des secteurs industriels japonais de l'époque. La Toyota Supra MK2 n'avait que 5 ans. Pourtant, Toyota est quand même reparti de zéro pour son tout nouveau modèle. Bloc turbo compressé qui pouvait pousser jusqu'à 203 chevaux. Intérieur tout en cuir, suspension à double triangulation, la meilleure formule de l'époque, l'ABS, l'airbag côté conducteur et même la ceinture à 3 poids. Toutes ces nouveautés étaient faites en un seul but, vraiment concurrencer les Skyline. Pour vraiment concurrencer les Skyline, Toyota a sorti une version unique, la Turbo A. Déjà, elle avait une peinture spéciale et sur son moteur, il était écrit 3.0 GT Turbo A. Elle avait des disques naturellement ventilés et des arceaux naturellement plus grands. Elle était plus efficace, plus légère, mais n'a été produite qu'en très peu d'exemplaires, utilisée en GT et en rallye et n'a jamais été apportée en Europe. C'est maintenant l'heure de vous parler du véhicule le plus attendu de cette vidéo, la Toyota Supra MK4. En 1990, les premières Supra commercialisées sortent d'usine, assemblées à la main. Mais pourquoi donc? Tout simplement parce que Nissan vient de sortir notre toute nouvelle Skyline, la R34. Et la Supra est bien décidée à mettre à la main cette R34. Et ça marche, avec un 2JZ forgé, turbo compressé, biturbo, ça marche plutôt bien. Le seul truc, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette Supra. Au Japon, elle ne fait que 280 chevaux, et en Amérique et en Europe, elle en fait plus de 300. Mais pourquoi la Toyota Supra est limitée à 280 chevaux? En réalité, toutes les super sportives japonaises de l'époque sont limitées à 280 chevaux. Mais pourquoi? À cause d'un groupe de personnes, les Bosozoku, dont le but est de modifier au maximum des voitures et d'aller faire des courses de rue illégales avec. Le problème de cette pratique, c'est qu'elle est super dangereuse pour les pilotes et pour les civils. Elle fait plus de 10 000 morts en un an. Alors, les constructeurs qui craignaient que les autorités japonaises frappent très fort ont tous passé un pacte. Ils se sont mis d'accord pour brider tous leurs véhicules à 280 chevaux. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'était la puissance de la 300ZX, la Nissan la plus puissante de l'époque, et même la japonaise la plus puissante de l'époque. Alors ce marché a tenu très longtemps. Le problème, c'est que les Japonais ne voulaient pas prendre du retard sur le marché européen et américain qui prenait toujours de l'ampleur. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec certains véhicules
qui était facilement débridable et fait pour être modifié jusqu'à la moelle. En fait, c'était carrément les mêmes véhicules. Jusqu'au Japon, ils étaient équipés d'une petite vis qu'il fallait démonter, ou juste d'un turbocompresseur qu'il fallait rajouter, avec tout pour le rajouter. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des Toyota Supra qui pouvaient monter jusqu'à 1000 chevaux grâce à un bloc forgé. Mais aujourd'hui, les voitures japonaises ne sont plus bridées à 280 chevaux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en 2004, soit plus de 15 ans après le début de leur accord, les constructeurs japonais se sont tous rendus compte d'une chose. Tout le monde était au courant que les voitures étaient faites pour être modifiées ou débridées. Leur gag ne tenait donc plus à rien en réalité, et ce n'était qu'une énorme joke. Les constructeurs japonais ont donc décidé de rompre mutuellement le contrat et de bien débrider leurs voitures. Bref, c'est donc pour ça que la Toyota Supra MK4 était faite pour une seule chose, le tuning. Aujourd'hui, une Toyota Supra MK4 neuve coûte plus de 100 000 €. Pourquoi ? Parce qu'elles ont toutes été modifiées jusqu'à la morale. Des gros ailerons, des blocs moteurs forgés qui permettaient d'accueillir plus de 1000 chevaux, des énormes turbos. Bref, la Toyota Supra, c'est le summum du tuning. Quelque chose qui a beaucoup participé à ça, c'est Fast and Furious. Effectivement, dans Fast and Furious 1, le héros Paul Walker conduit une voiture, une Toyota Supra MK4 qui l'a tunée. Les Japonais et les Européens étaient super fans de cette voiture. Tout le monde a commencé à vouloir une Supra pour refaire la Toyota de Paul Walker. Malheureusement, Paul Walker nous a quittés il y a quelques années et la Toyota Supra qu'il avait due au film a dû être vendue aux enchères. Après 2002, la gamme Toyota sportive était vide, à part la GT86 qui était quand même assez douteuse. Pourquoi ? Parce que c'est les GT allemandes qui ont pris le dessus. Mais vers début 2019, Toyota a alors décidé de s'associer à un Allemand, constructeur de GT, pour remettre le couvert sur la table et sortir la Toyota Supra MK5. Ça devrait être la meilleure Toyota Supra. Le problème, c'est que les gens la détestent. Pourquoi ? Parce que le bloc moteur est un bloc BMW et ça n'a plus rien à voir avec un 2JZ. Certes, c'est un BMW, mais c'est un BMW qui a été supervisé par Toyota. Tout ce qui est dans cette voiture a été fait par Toyota et BMW, pas que par BMW. Toyota a tout supervisé dans cette voiture, tout dépend de la qualité Toyota. Alors oui, il y a une icône BMW sur certains moteurs, mais en réalité c'est plus proche d'une voiture Toyota que BMW. Une des principales raisons pour laquelle les gens détestent cette Toyota Supra MK5, c'est aussi parce qu'elle n'est plus faite pour le tuning. Mais je vous rappelle que c'est en 2004 que le pacte a pris fin, et que maintenant, il n'y a plus aucun intérêt à créer une voiture qui est faite pour le tuning. Surtout que maintenant, c'est de plus en plus contraignant de créer une voiture sportive, et qu'il y a plus en plus de sécurité pour empêcher les gens de faire n'importe quoi avec leur voiture, comme en 1990. Bref, je considère que la Toyota Supra MK5 est la digne descendante de la Toyota Supra MK4. Elle est certes plus moderne, mais elle lui correspond vraiment. Mais bon, la Toyota Supra MK5 a quand même un gros défaut, c'est qu'elle n'existe qu'en boîte automatique. Bref, la Toyota Supra, c'est en gros une ligne représentante des GT japonaises à travers le temps, comme on peut le voir maintenant avec les Skyline et les GTR de chez Nissan.